Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour des hommes. Vous avez, j'apprécie beaucoup votre cravate. C'est vrai que depuis lundi, je ne porte pas de cravate parce qu'on a choisi comme vous d'adopter un style pour l'instant. Bon, l'homme au bretelles est en place et il m'embarrasse un peu. Merci Serge. Eh bien, le messager a encore été très loquace. Et beaucoup plus parlant du messager, revient un peu sur ce qu'on a appelé les organismes génétiquement modifiés, certaines structures qui ne permettent pas l'aménagement sur le plan agricole, avec ce que cela complique comme événement pour les producteurs et agriculteurs. Le journal parle donc ce matin de ces organismes génétiquement modifiés. À son pied de une, le messager est revenu sur la participation, d'ailleurs au cours des travaux qui ont été initiés hier du côté de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, en présence de 5 ministres de la République, parmi lesquels le ministre de la Communication, le ministre de la Santé publique et même le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Les membres donc du collectif Le CRA, conduit par Bernard Djonga, sont donc allés là-bas pour manifester et surtout faire part de leur mécontentement sur l'utilisation même de ces OGM dans notre pays, le Cameroun. Derrière cette forte affirmation et cette participation de ces personnalités-là, il était question de dire non seulement pour l'utilisation de ces OGM qu'il fallait se rendre compte de l'effectivité et même de son applicabilité, voir si les Camerounais, les planteurs autoproducteurs sont véritablement concernés par la question et surtout qui pourraient retrouver ces organismes génétiquement modifiés. Les membres donc de la société civile ont manifesté à l'ouverture donc de ce forum hier du côté de Yaoundé. Ils exigent que le gouvernement n'autorise pas l'importation et l'utilisation de ces OGM sur le territoire national, car ils présentent des risques non seulement sanitaires pour les populations, mais aussi économiques et sur le plan environnemental. La déclaration a donc été remise hier au ministre en charge de la santé publique et bien d'autres qui étaient là-bas présents au cours de ces travaux. Bernard Djonga et ses compères ont donc dit qu'il fallait voir un peu plus clair dans cette affaire. Placée sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement de la République, le Forum national sur les OGM statue sur les enjeux et défis des OGM pour un développement durable du Cameroun. Il s'agit, explique le ministre de l'Industrie et des Mines et du Développement technologique, d'une plateforme d'échange devant aboutir sur des avis scientifiques et même techniques. Mais le président du CRA présente les raisons pour lesquelles les associations membres du collectif sont contre cette mesure qui a été prise par le gouvernement de la République. D'ailleurs, dans un entretien accordé à notre confrère Alain Noah Awono, il revient clairement sur les motivations qui sont les siennes et n'accepte pas que ces OGM soient utilisés tant que les producteurs n'ont pas les moyens nécessaires et que si dans notre pays, on doit à travers ces conditions éviter ce qu'il a appelé une véritable catastrophe sanitaire, agricole et même environnementale. Ajouter à cela le fait que certains de ces effets sur les producteurs, les consommateurs et l'environnement sont aujourd'hui établis pour l'agriculture, une catastrophe pour les petits paysans et qui se verront dépendants des semences qu'ils ne sauront ni produire ni acheter chaque année et même s'ils le pouvaient, ils n'auront pas le droit de pouvoir mettre beaucoup plus ces semences en application parce qu'il faudra bien entendu voir des brevets pour cela. On reste dans le cadre du développement durable avec bien sûr Camra qui offre donc un forage à Malangue 1. Les populations de cette localité avaient du mal bien entendu à pouvoir avoir de l'eau potable ces dernières semaines, notamment à Ebolova, c'est dans la région du sud Cameroun, donc qui vient ainsi reconforter ces populations par la mise en place de ces nouveaux dons qui est très 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 important pour les populations de cette localité-là. On reste bien sûr dans cette colonne en parlant de quelques faits importants, beaucoup plus dans la région de l'Est Cameroun, avec le cambriolage survenu au domicile de la secrétaire générale des services du gouverneur, Ngazan Akono, en son absence depuis quelques semaines. Donc elle a été rattrapée là-bas. Pourtant, partant pour un léger congé adopté, et quelques malfrats dans cette localité qui pensent bien que son domicile n'étant pas surveillé, ils ont choisi de cette attention moins particulière, pas de policiers en faction, pas d'hommes en tenue globalement. C'est donc juste cette absence de sécurité autour de la résidence du secrétaire général du service du gouverneur de la région de l'Est. Et bien sûr, les voisins qui indiquent que cette absence de sécurité a donc facilité le coup à ces malfrats qui s'y sont introduits. Du coup, comment comprendre que les personnes qui ont attaqué cette résidence à l'absence des deux principaux occupants sont introduits dans la chambre de Mme Ngazan, tel que relatent les premiers témoins. Jusqu'ici, le messager n'a pas pu obtenir l'inventaire des effets emportés. Le moins que l'on puisse dire est que selon ceux qui sont arrivés en premier après ce cambriolage, la maison était sens dessous, sens dessus. Dans le cadre, bien sûr, de cette promiscuité, la situation dans laquelle également se trouve cette résidence, qui est une vieille
vieille bâtisse coloniale, nous révèle ce matin le journal Le Messager, permet également de comprendre que dans cette situation, dans cette localité, se déroule un commerce assez difficile, un espace de grand banditisme où se retrouvent beaucoup plus ces repris de justice et même ces jeunes qui se livrent à des activités parallèles. Pourtant, au vu et au su des populations et même des autorités administratives de cette localité, il n'y a pas véritablement une surveillance qui est plus accrue dans cette zone. Et puis on parle également d'un confrère, mais Jacob Guinée, qui est le chef de la station CRTV Ouest, qui parle ce matin à cœur ouvert avec Joseph Olinga dans un entretien assez particulier. Il parle de la CRTV qui doit utiliser ses ressources humaines à bon escient. Également, revenant sur la communication privée dans notre Cameroun, il parle de la communication qui est un secteur important dans le segment développement d'une nation pour qu'elle soit faite à la petite semaine et sans compétences avérées. Il faut que la gestion des médias et des rédactions soit l'affaire des professionnels. Quand cela devient une affaire de famille, on voit bien que la qualité en souffre et ce type d'entreprise est voué donc, pense-t-il ce matin, à la disparition. Jacob Guinée parle également de l'impact et même des conditions dans lesquelles travaillent ces hommes des médias de plus en plus précaires. Le résultat, non moins convaincant, également assez approximatif, démontre que derrière ces hommes des médias qui vivent dans un état précaire, difficilement appréciable, ont du mal à pouvoir s'en sortir. Et puis l'une des grosses actualités autour de laquelle on sortira ce matin dans le cadre de cette revue de presse, c'est l'artiste camerounais qui a été honoré par l'Organisation internationale de la francophonie depuis quelque temps. Lui, c'est Manu Dibango qui devient donc le grand témoin. C'est d'ailleurs la grande une du journal Le Messager ce matin. Manu Dibango, le grand témoin de la francophonie. Ses missions spécifiques sont donc évoquées ce matin dans ce journal. Il veillera à assurer les services linguistiques offerts aux athlètes, aux officiels, aux journalistes, au grand public. Le seront effectivement en français. Il accompagnera également les initiatives culturelles et événementielles permettant de promouvoir les jeunes talents sportifs et la diversité culturelle francophone. Dès ce 9 septembre 2015, l'artiste pluridimensionnel accompagnera la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, dans le cadre de ces différentes initiatives. Et puis d'autre part, on a un peu une liste exhaustive, un nombre exhaustif des personnalités qui ont donc succédé à Manu Dibango dans le cadre de cette mission spécifique qui lui est donc reconnue depuis ce 9 septembre 2015 par l'Organisation internationale de la francophonie. On est resté également dans ces révélations. Le journal La Nouvelle Expression nous parle donc ce matin du colonel Young qui s'est suicidé il y a quelques jours dans la région du Nord-Ouest là-bas. Ce qui est important dans le cadre de l'enquête menée ce matin, juste au pied de une du journal La Nouvelle Expression, on évoque un peu les circonstances dans lesquelles le colonel est décédé en se tirant une balle dans la tête. Mais l'élément clé sur lequel s'arrêtent quelques inspecteurs, notamment les fins limiers de la gendarmerie nationale qui sont impliqués dans cette affaire, parle d'une révélation troublante au lendemain de son suicide dans son bureau à Bamenda. L'enquête ouverte commence à livrer ses premiers secrets. On parle donc de ce témoin qui accompagnait le colonel juste dans son bureau, avec lequel qui avait d'ailleurs l'habitude de prier. D'autres informations, les premières mises de main sur le journal nous font état de ce que les enquêtes pensent qu'il est un témoin capital. Ce témoin qui a donc assisté à cette scène, à ce suicide, pense qu'il est un témoin capital pour la plupart. Il a d'ailleurs des sources bien informées que le pasteur lui-même, un pasteur de cette église, il s'est donc agi vraisemblablement de la Full Gospel Mission en français, église de plein évangile, d'après nos sources, les sources du journal La Nouvelle Expression ce matin. Il s'agissait donc lors d'une concertation qui a regroupé les membres de la dite église à Bamenda en fin du mois d'août dernier. Le colonel pasteur était le responsable de la sécurité aussi, avait-il construit à Tico une branche de son église. Nous avons également, indique le journal, appris que le colonel, le jeudi de sa mort, a pris la route pour Tchan où il devait accueillir le général Salim Ouamadou vers Santa. Il a ordonné à son chauffeur de rentrer sur Bamenda par la suite. Précise cette source, l'aurait pris la peine d'appeler ses témoins. C'est donc ce dernier qui va l'attendre quelque part et avec lequel il partira donc de cela pour se retrouver dans son bureau où d'ailleurs devant lui l'incident malheureux va se produire. Frédéric Takang, notre confrère qui signe cet article, nous parle quand même d'une carrière forcément brisée pour ce colonel-là qui s'en va ainsi et abandonnant les services qui lui sont offerts, qui ont été donnés par le président de la République. Et puis, la grande une du journal La Nouvelle Expression ce matin revient sur les attentats suicides beaucoup plus au niveau de ces kamikazes en parlant de cette bataille contre Boko Haram. Ces attentats qui ne sont toujours pas revendiqués. Le brouillard derrière les kamikazes, personne ne revendique les bombes humaines qui explosent depuis quelques mois dans notre pays, le Cameroun. Et pourquoi
tenté de comprendre cela. Le journal s'est donc arrêté sur 2 ou 3 aspects fondamentaux qui nous permettront de comprendre que derrière ces différentes batailles, il y a quand même des intérêts inavoués. Et puis en sport, la nouvelle expression ce matin parle de l'adoption des tests de la Fédération camerounaise de football. Abdourahmane Amadou qui reprend donc le chemin du tribunal à la vue de quelques articles qui sont évoqués ce matin. Il pense d'ailleurs s'attaquer à l'article 23 alinéa 2B des statuts de la Fédération camerounaise de football qui donne la clé de répartition des délégués des ligues régionales avec parmi les 5 délégués régionaux un représentant des corps de métier. Et le même article 23 dans son alinéa 6 dit que les délégués régionaux doivent faire partie de l'association membre ou de la ligue qu'ils représentent et être élus par l'instance compétente de cette association membre ou ligue. Ils doivent d'ailleurs être à mesure d'en produire la preuve sur simple demande. Ludovic Nodio, notre confrère qui produit donc cet article, revient sur 2 ou 3 aspects qui ont conduit le président de l'Étoile filante de Garoua qui dénonce le non-respect de l'article 32 alinéa 3 de la loi de 2011. Et puis autre chose au niveau de la Ligue régionale de football, Joseph-Antoine Bell, il s'agit bel et bien de lui, il nie avoir été séquestré au niveau de Douala pour la remise donc d'un dossier parce qu'il était confondu à Loga, lui qui est président, donc qui est candidat à la candidature au niveau de président régional de la Ligue professionnelle de football pour le littoral. Le candidat d'élection à la Fédération camerounaise de football déclare que son nom a simplement été associé à celui de Loga. L'homme rectifie certaines informations. Il dit clairement qu'il n'est pas candidat d'une ligue régionale, donc il n'a pas déposé de liste, il n'a même pas fait partie d'une liste, clarifie-t-il, avant d'ajouter, Bel Joseph-Antoine n'a pas pu déposer sa liste, c'est d'abord du n'importe quoi, indique d'ailleurs quelques-uns qui viennent essayer de clarifier cette affaire, et pour l'ancienne gloire du football camerounais, cet acte est révélateur de ce que dans tout ça, on vise Joseph-Antoine Bel parce que, dit-il, il est une menace pour la mafia qui existe au sein du football dans notre pays. Et puis l'ambiance effective au niveau de la rentrée scolaire est également à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de Séverin Tchounk ce matin, avec bien sûr une ambiance de travail, bon enfant pour ces élèves, ces écoliers qui s'y sont retrouvés avec un dossier à la clé. Le ministre Louis Bapès qui interpelle la communauté éducative sur les véritables méthodes qui sont mises en place dans le cadre de cette école en respectant de manière scrupuleuse et de manière qualitative et quantitative les programmes qui sont donc adressés pour cette année scolaire 2015-2016. Lui aussi est dans les kiosques, mais le journal qui est donc spécialisé dans le monde agricole choisit de nous parler ce matin de l'influence au niveau du gouvernement de la République qui doit effectivement agir pour les petits dans le secteur de l'agriculture. Effectivement, il faut prendre des mesures urgentes parce que, pense-t-il, d'autres éléments qui ne sont pas mis en route pour la bonne démarche justement et qui permettra à notre pays d'être repositionné sur le plan agricole, la lutte contre les pertes agricoles. Le gouvernement, en agissant, parle donc du développement de l'infrastructure routière, l'amélioration de l'offre énergétique, renforcer la compétitivité des entreprises et surtout promouvoir une politique attractive au niveau des investissements. Le journal de René-Claude Kanakana, directeur de publication, parle ce matin du programme ACFA avec des milliards qui sont donc en perte et qui se volatilisent vu vos efforts et les moyens qui sont mis en place par le gouvernement de la République à travers donc ce programme très important qui accompagne le monde agricole. On remarque également dans la toile de fond qui signe ce matin, d'ailleurs en tout cas, le moins que l'on puisse dire, compte tenu des dysfonctionnements et autres tripatouillages relayés par certains groupements de producteurs qui s'apprêtent à saisir les bailleurs de fonds à cet effet. 18,2 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe allouée au programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles au Cameroun pour le financement de 5200 projets agropastoraux au Cameroun. Le dit programme bénéficie de fonds CD2 du secteur rural pour le développement des exploitations agropastorales. Et puis, il se pose bien la question de savoir pour qui roule ACFA. C'est le lieu d'indiquer que la plupart des bénéficiaires du programme ACFA sont des groupements d'initiatives communes qui sont pilotés par des leaders qui agissent au nom du GIC. Mais le constat qui se dégage est que lorsque ce GIC finalement bénéficie d'une quelconque subvention, elle ne profite qu'aux leaders et non pas aux divers membres du GIC. Une enquête est donc menée à cet effet avec le trouble rôle du plan opaque que nous indique le journal Paysan Élite ce matin en parlant bien sûr d'un espion dans le système en évoquant quelques noms quand même des responsables en charge du secteur de l'agricole, notamment le cas de la région du littoral ce matin, avec bien sûr une réaction vive
du docteur Moumini Bouba, qui est le coordonnateur national du programme ACEFA, qu'on peut apercevoir sur cette photographie, où d'ailleurs il indique que dans le cadre de la gestion même de la mise en place de ces fonds qui accompagnent le financement ACEFA, il ne gère pas les tabous. C'est donc son assertion pour la bonne marche, bien sûr. Au Cameroun, on parle également du PIDMA, ce programme qui améliore bien sûr l'appui dans le secteur de maïs à Galim, 20 tonnes de semences améliorées de maïs à Galim. C'est donc un appui substantiel qui vient ainsi reconforter le petit paysan dans la mise en place des projets financés par le PIDMA et surtout l'accompagnement des petits agriculteurs pour à la fin apporter une agriculture de qualité et bien sûr du maïs et pour nourrir l'ensemble de la communauté. Dans ce journal, on a évoqué également la synergie entre le ministère de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire, le MINADER, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, le MINE, véritablement qui doivent s'imposer à travers une symbiose pour sauver le monde agricole. D'autre part, des nouvelles techniques qui doivent être mises en place dans le cadre de ces différentes productions et accompagner même le système. Une meilleure coordination de la politique de développement et des infrastructures routières, énergétiques et une implication des organismes en charge de la compétitivité, de la promotion des investissements pourrait contribuer efficacement à limiter cela. Et puis on parle aussi également de l'accompagnement des producteurs des investissements dans notre pays à travers l'API. Marthe Angélique Midja s'est donc investie depuis quelque temps à travers quelques démarches qui sont faites le cas de la région du littoral. Elle indique clairement que l'API veut impliquer les investissements locaux à la transformation agricole au-delà de la foire exposition pendant laquelle les entreprises invitées exposeront leur savoir-faire. La rencontre devait aboutir à des partenariats fiables dans le secteur de la transformation locale et de la production agricole en produits véritablement finis. C'est donc annoncé pour notre pays, le Cameroun. Et puis on parle pour sortir de ce journal de la biosécurité alimentaire au centre des enjeux, notamment des OGM modifiés qui s'est donc cette rencontre tenue dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, avec la présentation quand même du gouvernement de la République qui voit un avenir assez serein dans le cadre de ces différentes prestations, conscient de ce que les OGM sont une menace réelle pour l'environnement et la santé des populations ainsi que pour l'équilibre socio-économique de notre pays. Les pouvoirs publics sont donc mis à rude épreuve dans cet effet. Et puis le secteur agricole, le Cameroun recherche 1500 milliards de francs CFA. C'est donc un argent qui viendra ainsi renforcer l'agriculture dans différents secteurs de notre pays, et beaucoup plus dans les localités qui, sur le plan agricole, sont assez favorables. C'est l'opération de mobilisation des fonds qui se fera au cours d'une conférence qui se déroulera dans les services d'ailleurs pour le Premier ministre du gouvernement de la République les 14 et 15 septembre 2015 au Hilton Hotel à Yaoundé. Nous passons à un autre journal ce matin en parlant de l'équation, le journal de Richard Bondol. Lui choisit de nous parler un peu des batailles qui existent au sein de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, avec son président confédéral qui est donc mis devant des faits accomplis ce matin en parlant d'un bilan catastrophique de mandat à la CSTC, violation des statuts et règlements intérieurs, détournement des cotisations sociales, détournement des fonds destinés à l'effort de guerre contre Boko Haram, violation de l'engagement sur l'honneur en 2010, escroquerie, trafic d'influence, faux et usage de faux, des faits qui sont assez saillants avec des indicateurs et des facsimilés contenus dans le journal ce matin, un journal qui présente également un bilan assez catastrophique avec les 13 péchés capitaux du président confédéral qui sont donc relayés ce matin. Le journal parle également de la suspension de Jean-Marie Zambo à Mougou, la révolution fonctionnelle liée à la ratification de certaines articulations, ces 13 péchés capitaux qui parlent bien sûr de la mauvaise gestion depuis quelque temps et surtout le président confédéral qui est passé à côté des attentes de tous les camarades syndicalistes et qui ont fondé à lui des grands espoirs sur sa personne et plus pour avancer dans le cadre de la gestion de ces différents syndicats. Le Conseil confédéral a donc procédé dès lors à un congrès extraordinaire et beaucoup plus à des aménagements majeurs malgré toutes les chicanaudes du président Zambo Mougou à ne pas accepter l'expression démocratique pour l'adoption des nouvelles articulations qui rentraient dans la modernisation du fonctionnement de la centrale syndicale. D'autres faits sont relayés ce matin d'ailleurs avec des facsimilés qui démontrent jusqu'à quel point l'argent a été décaissé sans l'aval des différents membres confédéraux. Une bataille qui interpelle et bien sûr interroge le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui devra bien sûr voir de près ces batailles au sein de la CSTC. Également d'autres griefs qui sont reprochés en parlant bien sûr de ces 13 péchés capitaux. Le journal évoque ce matin la violation de l'engagement sur l'honneur pris devant tous les délégués au Congrès les 12 et 13 novembre 2010, la non-mise en œuvre de la résolution ainsi évoquée au cours bien sûr d'autres faits portant sur la protection des acquis du patrimoine foncier immobilier et le refus de signer des convocations
des délégués régionaux, notamment dans le cadre du bureau du Conseil confédéral, et puis l'ouverture d'un compte bancaire parallèle dans la signature du trésorier général. Le journal parle aussi également du détournement des cotisations récoltées et non reversées à la trésorerie générale dans la région de l'Est de Cameroun. Des faits majeurs qui sont contenus dans le journal ce matin, qui parle également de la Direction générale des impôts qui bloque, parle-t-il, de 10 milliards de francs CFA en termes de ressources, de ristournes beaucoup plus pour les petits commerçants pour accompagner l'émergence de notre pays, le Cameroun, qui en a forcément besoin pour 2035. Et puis c'est justement par ce numéro que nous sortons de cette revue de presse ce matin, avec des batailles observées depuis quelque temps et beaucoup plus au sommet qui fragilisent le bon fonctionnement de la compagnie nationale Camerco. La nouvelle presse de Jacques Vier revient un peu sur la gestion, sur ses différents directeurs généraux, pratiquement 4 qui ont déjà été broyés par l'appareil Camerco, et bien sûr le fonctionnement de cette structure qui n'a pas toujours été de mise, avec le journal qui revient sur la catastrophe avec un poids astronomique d'une dette qui tourne autour de 22 milliards de francs CFA pour la nouvelle équipe. Il est question de proposer des solutions pour redresser la barre. Le journal qui ne dispose que de 3 aéronefs et bien sûr un aéronef, le Dia, sur lequel on a toujours compté pour sa mise en avant et pour le déroulement et le bon fonctionnement de la compagnie. Malgré cela, d'autres faits rattrapent le fonctionnement de la Camerco depuis quelque temps. Et puis, parlant donc de la modernisation, comment 2 magistrats assainissent le secteur de la vie au Cameroun, avec le ministre en charge de la justice dans notre pays qui revient sur 2 ou 3 aspects et qui pourraient permettre de comprendre le déroulement de la justice dans notre pays. Le Cameroun peut-être pense-t-il à 2 vitesses, mais qui permet de remettre encore en selle la justice dans notre pays. On pourra aussi également lire dans ce journal le projet Banane Plantain, en parlant bien sûr des cerveaux du scandale des 70 milliards de francs CFA du Prébap, un projet qui a trait à la banane plantain sur lequel le président de la République, son Excellence Paul Biya, a accordé beaucoup de prix pour la relance de l'économie nationale. Les figures emblématiques de ces personnes qui sont d'ailleurs devant les juridictions compétentes au Cameroun sont également représentées dans les grandes lignes de ce journal qu'on pourra retrouver dans les kiosques, différents kiosques de la capitale politique et même économique du Cameroun, Yaoundé. Et puis en parlant des fédérations sportives nationales, quand le président paie le prix de leur honnêteté. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Presse de Jacques Blaise Vier. Madame, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis en direct de Douala. On se retrouve demain matin lorsqu'il sera 7h30. Bonne suite des programmes. Jason, je vous remets votre micro. Ah ben moi je vous le repasse, juste pour envoyer Yaoundé. Et le temps qu'il se positionne, voilà, un bonjour à un fidèle qui vous regarde tous les jours. C'est une fidèle, elle s'appelle Blandine Takam. Merci. Elle voudrait que je vous adresse le bonjour, je l'ai fait. Merci. Yaoundé avec vous, vous mettez le cap tout de suite. On met le cap tout de suite sur Yaoundé avec Harley Debo-Andébé pour la suite des tabloïds parvenus à la rédaction de Canal 2 International à Yaoundé. Et surtout, bonne continuation et surtout que le meilleur soit de votre côté. Bonjour Debo, vous avez l'antenne. On va se positionner. Merci Jason. Serge Bondja, Yaoundé en direct pour cette seconde partie de la lecture des unes des journaux. Le jour pour commencer avec, pour parler de Camerco, la compagnie aérienne nationale qui abandonne 700 passagers à Garoua depuis dimanche dernier. Ils sont 700 pèlerins qui attendent d'embarquer pour la Mecque en Arabie Saoudite, terre sainte de l'islam, en vue d'accomplir leur pèlerinage. L'interrogation de Cameroun Tribune ce matin, qu'est-ce qui ne va pas à Camerco? Regard du quotidien national bilingue sur la flotte réduite, les problèmes de financement. La compagnie aérienne nationale n'a pas fini de surmonter ces difficultés. Et sur les raisons de ce malaise, le top management de Camerco reste jusqu'ici inaccessible. Là, c'est un autre défaut, celui de la communication. Renchérit Cameroun Tribune, mais vous allez le constater, l'interrogation de Cameroun Tribune sur ce qui ne va pas à Camerco trouve un élément de réponse au quotidien de l'économie qui rapporte que les 25 milliards octroyés en grande pompe, c'était en juin dernier par un consortium de banques camerounaises, n'est-ce pas, n'ont toujours pas atterri dans les caisses de Camerco. Ces fonds étaient pourtant considérés comme les fonds de relance de la compagnie aérienne nationale. Émergence dit tout simplement qu'il faut fermer Camerco.
car cette compagnie qui coûte aux contribuables 48 milliards de francs CFA par an n'a jamais été rentable. Personnel pléthorique, flotte quasi inexistence, amateurisme managérial. Cameco est un désastre, dit le journal de Manius Mbiaga. L'histoire de la compagnie depuis l'épopée Camer jusqu'à nos jours est donc retracée par le journal ce matin. On parle renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est à la une du journal du RDPC, bien évidemment. L'action, au fur et à mesure que se rapprochent les échéances. À lire en page 3, on parle des postes ministériels et on parle justement avec Épervier qui parle des consultations secrètes en Europe. De sources proches du palais de l'Élysée affirment que la France exigerait le départ de 2 ministres immensément riches présentés comme étant de potentiels successeurs de Paul Biya à la magistrature suprême. Qui sont ces 2 ministres? À lire à la page 6 du journal Léopold Clovis Noudjo. À lire également l'effort de guerre des Camerounais de Guinée équatoriale. C'était avant-hier à la base aérienne 101, l'Association générale des Camerounais de la Guinée équatoriale a offert un important don en denrées alimentaires de 17 tonnes. Cérémonie présidée par Jules Doré Ndongo, ministre délégué au ministère de l'administration territoriale et la décentralisation, chargé donc des collectivités. On parle refait Lakam et Célestine Coutès qui installe le bureau du Gabon, 3 femmes mères au nord, le Cameroun, donc à Libreville. Pour lire cette information, la vice-présidente du réseau des femmes élues locales, zone Afrique centrale, par ailleurs présidente du réseau des femmes élues locales de l'Afrique du Cameroun et maire de Banganté, Célestine Coutès a donc conduit une délégation composée de femmes mères dans son réseau en République gabonaise, n'est-ce pas? On parle de Célestine Coutès comme maire de Banganté, mais on ne parle pas de l'Ouest pour parler pour l'Ouest Éco et le droit de réponse de Françoise Pouené. Elle est candidate à la section de Banca, droit de réponse adressé donc au journal Ouest Éco par rapport à un article paru dans ce journal. En semaine dernière, la campagne de Zéro Mort fait parvenir un droit de réponse pour ces sujets contre les accusations portées contre elle. C'était la semaine dernière. Elle dit « Je suis une femme charmante et c'est une grâce de Dieu ». Le droit de réponse est donc à lire ce matin. À lire également l'honorable Fossi Jacob, c'est en deuxième une, candidat à la section de Penka Michel. Le règne du maire et président de la section a déjà trop duré. À Penka Michel, le député et le maire vont s'affronter pour le contrôle de la section RDPC de la Menoir Est. C'est à lire. À lire également The Guardian Post marqué, frappé la semaine dernière par le décès, n'est-ce pas, du chef de desk politique Sylvanus Ezié qui a été enterré le week-end dernier dans son village. C'était dans la Momo. Également, ce journal célébrait également son 14e anniversaire et parle ce matin du SDF Shadow Minister Legal Advisor warns Asongani has sounded an alarm on the fate that awaits us. C'est à lire beaucoup d'informations dans ce journal. The Guardian Post, la voix du paysan pour sortir ce matin propose plutôt un guide pratique pour la fabrication des savons et des détergents. Le mode opératoire, les règles de sécurité. Et vous suivrez bien évidemment le conseil d'un expert en saponification pour savoir comment fabriquer les savons et les détergents ce matin. C'est dans la voix du paysan, le dernier journal de cette seconde partie de la lecture des unes des journaux. On va retourner à Douala grâce à ce numérique pour la suite de Canal Matin. À vous Jason Bla et à demain.